C'est un titre à part dans la presse française, Alternatives économiques, il y a des S, c'est au pluriel. Magazine qui fête ses 40 ans ce mois-ci, une longévité singulière pour ce mensuel très critique du libéralisme et lui-même souvent attaqué. C'est peut-être d'ailleurs grâce à cette opposition au capitalisme qu'il existe depuis aussi longtemps. Bonjour Christian Chavagneux. Bonjour. Vous êtes l'éditorialiste d'Alternatives économiques. Vous y travaillez depuis combien de temps ? Un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant. Je suis arrivé en septembre 98. Alternatives économiques, comme le montre la couve, qu'on appelle aussi dans le jargon Alter Éco. Vous avez participé à la rédaction du dossier spécial 40 ans dans le dernier numéro. Comment l'histoire de ce magazine, un peu à part, a-t-elle commencé ? Écoutez, c'est Denis Clerc, qui était un professeur de SES, donc un professeur d'économie en lycée, qui s'est dit les questions économiques prennent de plus en plus d'importance dans le débat démocratique. Il faut absolument que les gens ne soient pas, qu'il n'y ait pas un obstacle à toutes ces questions techniques, parce que l'économie c'est souvent difficile, un peu technique. Donc il a voulu lancer un journal qui soit ouvert à tous, qui permette de comprendre l'économie pour qu'on puisse faire nos choix démocratiques, en toute connaissance de cause. Et les premières réponses qu'il a eues sont venus non pas des syndicalistes ou des gens qui faisaient de la formation comme ils le pensaient, mais des professeurs, ce qui fait que le journal a débuté avec une forte implication auprès des lycéens et des professeurs de lycée. Puis après, il s'est développé et puis depuis, c'est devenu Alter Éco comme vous l'avez dit, et maintenant on touche un public beaucoup plus large que ça. Alors il s'agissait alors de parler, je cite, d'économie autrement. C'est ce que dit le fondateur du magazine que vous venez de citer, Denis Clerc, dans un entretien que vous avez mené avec lui, que vous publiez. Parler d'économie autrement, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous dites que le magazine est ouvert à tous, mais quand même avec un parti pris, un pas de côté. Oui, un pas de côté parce que non pas un pas de côté vis-à-vis du capitalisme, parce que Denis Clerc le dit lui-même, son mot d'ordre c'était soyons réalistes, demandons le possible. Mais alternative économique au pluriel, comme vous l'avez justement souligné, ça voulait dire qu'à l'intérieur de ce capitalisme, il y a plusieurs façons de faire, et notamment nous, ce qu'on défend depuis maintenant 40 ans, c'est le fait qu'on ait un capitalisme qui soit moins inégalitaire, le fait qu'on ait dès le début, c'était dans le premier éditorial de Denis Clerc, un capitalisme qui respecte la planète et la nature, un capitalisme qui régule le marché, qui fait confiance au marché, mais qui souhaite le réguler pour éviter les crises financières, pour éviter les pandémies, pour éviter tous les problèmes qu'on peut avoir avec un capitalisme mal maîtrisé. C'est ça l'objectif de Denis Clerc dès le départ. Je rebondis sur votre mot, demandons le possible, qui fait évidemment référence au slogan de mai 68, soyons réalistes, demandons l'impossible. Justement, vos contempteurs vous font parfois le reproche d'avoir une vision idéologique de l'économie et de ce fait déconnecté de la réalité, bref, de vous intéresser très peu à l'entreprise. Que leur répondez-vous ? Déjà, je leur réponds qu'il faut lire Alternative économique, parce que dans tous les numéros, et ça fait maintenant au moins 20 ans que c'est comme ça, on a une rubrique entreprise qui est là pour détailler les stratégies des entreprises, mais nous on pense que une entreprise c'est un lieu de travail collectif, c'est pas on ne héroïse pas les patrons, on pense qu'une entreprise c'est important, une entreprise c'est quelque chose de formidable, ça change le monde. Vous arrivez avec un nouveau produit que vous essayez de vendre à vos clients et ça bouleverse complètement la façon dont l'économie est organisée. C'est une réussite ou pas, mais pour que ce soit une réussite, à notre avis, il faut que ce soit un vrai travail collectif. C'est pour ça que nous-mêmes, nous avons choisi le statut de SCOP. Nous sommes une coopérative. À chaque fois qu'il y a des décisions importantes qui sont prises, chaque salarié, quel que soit son rôle dans l'entreprise, a son mot à dire. À chaque fois qu'il faut voter, tout le monde a une voix, quel que soit votre niveau de salaire, votre niveau de revenu, la place que vous pouvez occuper dans le journal. Donc, à nos contempteurs, je dis que nous sommes aussi une entreprise, et croyez-moi, pour être aussi le président du conseil d'administration d'Alternatives économiques, c'est une entreprise qu'il faut gérer, c'est une PME de près de 50 personnes, et nous sommes contents quand nous faisons des profits, et nous sommes contents quand nous arrivons à vendre plus que l'année dernière, et c'est ce qui arrive heureusement pour nous cette année, en dépit de la Covid. Donc oui, nous sommes aussi un magazine qui parle d'économie. Quand on parle d'économie, on parle aussi des entreprises. Puisque vous en parlez, combien vendiez-vous et combien vendez-vous ? Si je suis bien informé, en gros, Alternatives économiques, c'est 70 000 exemplaires par mois. Tout à fait, vous êtes bien informé. Voilà. Mais quand même, c'est loin derrière les autres magazines économiques. Le Particulier, 320 000, Challenge, je ne sais pas comment on dit, 190 000, et Capital, le mensuel, 160 000. Comment vous expliquez ce décalage ? 70 000, 160 000, c'est moins de la moitié.
Oui, tout à fait, mais on a eu jusqu'aux années de 2012, 2013, 2014 une progression assez forte, et puis après on a été impacté par l'ensemble de la presse. Les chiffres que vous donnez pour des journaux qui sont soit des journaux qui présentent des placements, soit des journaux qui font plus de microéconomie que nous, on n'est pas tout à fait sur le même créneau, mais on a tous connu une déperdition qui a été liée à la révolution numérique, qu'on a plus ou moins pris au bon moment, au fait qu'il y a Internet maintenant qui permet d'avoir beaucoup d'informations économiques. Donc on a tous subi la chute de la presse. Nous, à notre grande époque, je dirais, on était à 110 000 exemplaires. Maintenant, on est plutôt effectivement autour de 70 000, 80 000, avec un changement radical dans les supports. Et je pense que c'est vrai pour aussi nos concurrents. C'est que le papier est plutôt en recul, et l'offre numérique est plutôt sur la hausse, quoique de manière un petit peu bizarre. Ça fait un an et demi maintenant que nous vendons d'autant plus de papier que nous vendons de numérique. Donc il y a vraiment une vraie réflexion à avoir. Je pense que nos confrères l'ont aussi, sur le fait de savoir quel est le support le plus adapté pour toucher des gens sur un domaine qui est beaucoup plus spécialisé. Chez nous, on explique les phénomènes macroéconomiques, on explique le fonctionnement de l'entreprise, on donne beaucoup de place à la culture économique, au livre économique. Je crois qu'on est le dernier journal à faire autant de notes de lecture. Voilà, on a un public beaucoup plus ciblé, on est plus un journal de niche, mais je pense qu'on a encore largement de la marge de manœuvre pour progresser de ce point de vue. D'un mot, la grande époque, 110 000 exemplaires, c'était quand? Parce qu'on sait que les journaux sont souvent tributaires, ou plutôt leurs ventes sont corrélées à l'ambiance politique et économique du moment. Alors nous, c'est vrai que à chaque fois que la droite arrive au pouvoir, on monte nos ventes, et à chaque fois qu'il y a une grande crise, on monte nos ventes. C'est le moment où les gens plutôt de gauche veulent avoir beaucoup plus d'informations sur ce qui se passe quand le pouvoir est de droite, et veulent avoir beaucoup plus d'informations quand les éléments sont troublés. On a fait notre meilleure vente en kiosque au moment de la faillite de Lehman Brothers en septembre-octobre 2008. Et plus de 400 numéros d'alternatives économiques, 406 précisément, autant de unes. De fait, on en découvre certaines dans votre numéro anniversaire. Elle témoigne de tous les grands sujets que vous avez traités, les retraites, les 35 heures, les paradis fiscaux, les inégalités. Et puis il y a une couverture que vos lecteurs n'ont jamais vue, mais qu'on peut voir désormais. On y voit une ampoule qui vole en éclats. Pourquoi cette couverture n'est-elle jamais sortie ? Oui, parce que c'était un moment donné où on devait avoir Enron. C'était la crise d'Enron, ce grand fournisseur d'électricité qui a fait aux États-Unis, qui a fait faillite. Sauf que au moment où on allait sortir, il y a eu le 21 avril 2002, donc la surprise de l'élimination de Lionel Jospin et d'avoir Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, et donc on a changé complètement la couverture. Aujourd'hui, on est beaucoup plus réactif. À l'époque, je peux vous dire que ça a été un moment de tension assez difficile le week-end pour changer au dernier moment non seulement la couverture, mais un ou deux articles à l'intérieur du journal. Donc on vous a quand même ressorti pour nos lecteurs fidèles cette couverture qu'ils n'ont jamais eue et jamais vue. La force de la presse écrite, c'est quand elle peut bouger, quand les délais d'impression sont très très courts. Vous restez avec nous, on est en direct, on parle d'alternatives économiques avec Christian Chavagneux, 40 ans, à tout de suite. En compagnie de Christian Chavagneux, éditorialiste du magazine Alternatives économiques, qui fête ce mois-ci ses 40 ans. Beaucoup de journaux économiques notamment ont disparu au cours de ces 40 dernières années, pas vous. Je vous demandais, c'est quoi la clé de votre longévité? Vous allez me dire que c'est le travail, le sérieux, la compétence, mais est-ce que on ne peut pas y ajouter également le fait d'être antilibéral? Peut-être que le fait de notre positionnement est tout à fait utile dans le débat démocratique. Nous, je peux vous donner en avant-première les résultats d'une enquête qu'on a menée avec le Crédoc et AG2R La Mondiale, qu'on va publier la semaine prochaine. Une très très large majorité de Français pensent qu'il n'y a pas assez de diversité de points de vue quand on parle d'économie dans les médias, tous médias confondus, radio, télé, presse écrite, etc. Donc je pense qu'on a effectivement notre rôle à jouer, qui est de dire l'économie de marché, c'est très bien, c'est quelque chose qui fonctionne, sauf que ça laisse trop de gens sur le bord de la route, ça détruit la planète, ça a beaucoup de désavantages, et donc une économie de marché, ça doit absolument être contenu, ça doit absolument être régulé, et ce créneau-là, je pense, est tout à fait nécessaire dans le débat démocratique français. Est-ce que vous dites que vous vendez plus de numéros quand c'est la droite qu'au pouvoir, est-ce que vous vous considérez comme un magazine plutôt à gauche ?
Oui, je pense qu'on est plutôt un magazine de centre-gauche. Vous savez, les gens qui ont fait Alternative économique depuis 40 ans, c'était des gens qui étaient autour de Michel Rocard, de Jacques Delors, autour des Verts, politiquement, même si je pense que dans le journal... La deuxième gauche, un peu, alors. Moi, je crois souvent... Oui, un petit peu la deuxième gauche. Je fais souvent des conférences, je crois souvent des gens qui viennent me voir en disant « Oh, je partage pas toujours vos points de vue, mais au moins, avec vous, je comprends l'économie. » Et je pense que c'est ça qui fait le succès de l'Alternative économique, c'est que on est d'abord un journal pédagogique, quel que soit le sujet. Vous pouvez être d'accord avec nous ou pas sur le fond de l'analyse, mais on essaie de vous donner les clés, on essaie de donner aux lecteurs les clés de compréhension de l'économie pour que vous puissiez faire votre propre choix. C'est ça qui est important. C'était ça qui était important dans le projet de Denis Clair. Dans votre viseur, il y a souvent les économistes. Ils sont au cœur de votre numéro anniversaire. Il y a même une carte pour les situer. Je vois que ça vous fait sourire. Et vous leur consacrez 2 papiers. À quoi servent-ils? Autant dire les choses. Et pourquoi les hétérodoxes ont-ils échoué? D'abord, qui sont ces hétérodoxes? Et pourquoi vous en voulez autant aux économistes? Non, on n'en veut pas aux économistes. On est tout à fait content de travailler pratiquement chaque numéro avec eux et chaque article. Un peu quand même. Ouais. Donc, le champ économique, il est traversé par des oppositions. C'est un champ social. Il y a des rapports de force entre différentes tendances. Et il y a une tendance qui est plutôt dominante et qui consiste, je vous donne ces 2 résultats principaux juste avant la crise financière de 2007-2008, c'est qu'il n'y a jamais de bulle financière et il n'y aura plus jamais de récession dans le monde. Vous voyez, avec les outils, les hypothèses dont ils disposent, voilà les 2 plus grands résultats. On pourrait se dire qu'après la crise de 2007-2008, ça change un peu quand même. Ouais. Eh bien non, ce sont toujours les gens qui défendaient ces points de vue qui sont toujours aux manettes. Et quand je dis aux manettes, ça veut dire... Ils détiennent les postes de professeurs à l'université, ils détiennent les laboratoires de recherche avec les financements nécessaires. Et donc ça, voilà, cette économie dominante, elle ne nous plaît pas toujours, même si on ouvre aussi nos pages à ce genre d'économistes. Et en face, il y a ce qu'on appelle des hétérodoxes. En face, donc, cette économie dominante plutôt orthodoxe. Ceux-là essaient plutôt de penser l'économie comme des rapports de force politique, il y a des institutions, il y a des inégalités, etc. Et nous, c'est plutôt ça correspond plutôt à notre vision de voir l'économie. Malheureusement, quand le papier que vous citez qui dit pourquoi les hétérodoxes ont échoué, ils n'ont pas échoué sur le plan intellectuel à mon sens, mais ils ont échoué sur le plan institutionnel. Ils ont essayé de créer une nouvelle voie pour sélectionner les économistes qui soit pas seulement la voie des économistes dominants et ça n'a pas réussi. Mais en même temps, vous faisiez prophéties tout à l'heure, en même temps on n'était pas fondé de les croire. Je me souviens que certains hétérodoxes, il y a quelques années, nous diraient qu'il n'y aurait plus de pétrole en 2020 et du pétrole, il y en a toujours. Alors le journal s'appelle Alternatives économiques. 40 ans après, ce que vous nous proposez encore, c'est une alternative qui n'est jamais arrivée. C'est quoi l'alternative que vous attendez que vous appelez de vos voeux et que vous attendez? C'est pas une alternative en fait, hein. C'est aussi des combats qui se mènent au jour le jour. Nous par exemple, on est une SCOP comme je vous le disais tout à l'heure, une coopérative. Donc ça c'est une autre façon de faire de l'entreprise. Oui, c'est important quand je vous le disais. Oui, mais ça marche quand on est une ça marche quand on est une petite boîte, mais Samsung va pas se mettre en SCOP, ni Apple. Oui, mais ce que peut faire Samsung, ce que peuvent faire les GAFA, c'est payer des impôts, par exemple, et ne pas essayer d'échapper aux impôts. C'est lorsque vous faites des profits... les redistribuer un peu plus peut-être en direction de vos salariés, ne pas toujours arbitrer vers ce capitalisme actionnarial qui fait que lorsque vous êtes une grande entreprise, est-ce que vous arrivez, et c'est tant mieux, à dégager des profits, la grande majorité n'aille pas rémunérer des actionnaires, mais puisse être partagée un petit peu plus équitablement entre l'investissement pour préparer l'avenir, entre les salariés pour pouvoir les récompenser, parce que comme je disais tout à l'heure, une entreprise, c'est un travail collectif, quelle que soit la qualité de son dirigeant, et puis encore une fois, ne pas utiliser les paradis fiscaux en permanence pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des infrastructures publiques, mais ne pas payer les dividendes publics. Ça, on n'appelle pas ça des dividendes dans le public, on appelle ça des impôts. Ouais, et vous remarquerez que tous les présidents de droite comme de gauche ont dit s'être attaqués aux paradis fiscaux, qui sont toujours là. Dans votre dernier numéro, il y a des reportages sur des sujets de société, le congé paternité, sur l'environnement, la catastrophe de Lubrizol à Rouen. Il y a de la culture, il y a de l'histoire. Est-ce que peu à peu, vous glissez vers le News Magazine ? Alors vers le News Magazine, non, je pense que nos journalistes ne sont pas formés pour ça, mais oui, une place beaucoup plus grande pour le visuel, oui, une place beaucoup plus grande pour ce qui fait le quotidien économique des gens et moins les grands raisonnements théoriques ou macroéconomiques. C'est une évolution qu'on doit, je dirais, à la jeune génération d'alternatives économiques. Moi, c'est en tant que président du conseil d'administration, je vous l'ai dit, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis au journal, ça fait 25 ans que j'y contribue, mais je pense qu'une des réussites de notre PME, et c'est pas toujours facile, hein, une PME quand les fonds
fondateurs, la génération des fondateurs s'en vont, l'entreprise, on n'est pas sûr qu'elle puisse continuer à travailler. Nous, je pense que c'est notre réussite pour demain, c'est d'avoir réussi à avoir une nouvelle génération. L'ensemble des grands postes de direction Alternative Économique aujourd'hui est tenu par des gens qui ont entre 35 ans et 40-45 ans. Et ces gens nous ont apporté beaucoup plus de culture visuelle, beaucoup plus de mise en scène qui soit plus agréable pour le lecteur. D'ailleurs, on a une nouvelle formule depuis l'année dernière. On a réduit de 30% à peu près le nombre de signes par page. Vous savez, la densité un petit peu de lecture. Donc oui, on va de plus en plus vers un journal, je pense, qui est plus agréable à lire et moins dense sur le plan intellectuel. Et vous avez également monté un site internet et une chaîne YouTube. J'imagine que ce sont les jeunes du journal qui ont poussé en ce sens. Merci beaucoup Christian Chavagneux. Joyeux anniversaire, les 40 ans d'Alternatives économiques. Dossier spécial à retrouver dans votre dernier numéro. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.